Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, comment construire son avenir financier dans un monde qui change. Inflation, hausse des taux, incertitude économique, ça va être un sujet un peu différent de d'habitude. Et dans cet épisode, l'objectif va être simple, ça va être de prendre du recul, comprendre le contexte actuel et surtout voir comment s'adapter intelligemment pour sécuriser son avenir financier. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Hamza Naki, fondateur de Parlons Finance, un média belge suivi par plus de 350 000 personnes sur les réseaux. Merci d'être là, Hamza. Merci pour l'invitation, Emilien. Avec plaisir. Eh bien, pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous te présenter et nous expliquer un peu ton parcours? Ok, ben écoute, très enchanté déjà. Bonjour à toutes et à tous forcément. C'est un média belgo-français, puisque la majorité de l'équipe de rédacteurs, coordinateurs notamment sont français. Donc effectivement, on a l'avantage d'être un média francophone mondial, je dirais, basé en Belgique forcément. Ça oui. Donc pour ma part, je suis Zanaki, donc 31 ans. Je suis diplômé en finance des marchés, finance d'entreprise. J'ai un master du coup. J'ai fait une partie de mes études aussi à l'étranger. J'ai été consultant pendant 8 à 9 ans dans le secteur de la transformation digitale, dans l'IT du coup, mais dans les services financiers en général, donc pour les banques comme pour des sociétés télécoms. Et là, j'occupais des rôles technologiques IT que beaucoup reconnaîtront s'ils sont dans le domaine, comme business analyst, data analyst, etc. J'ai aussi une casquette d'entrepreneur puisque j'ai développé une entreprise, donc une chaîne de restauration rapide pour laquelle j'étais directeur financier et stratégique à la sortie de mes études. Et donc, on était monté à 4 restaurants. Depuis le Covid, forcément, j'ai réorganisé les activités. Et donc, aujourd'hui, je suis pleinement sur Parlons Finance, mais aussi sur ma boîte de conseil. Et donc, Parlons Finance qui va occuper notre discussion aujourd'hui est un média que j'ai fondé en fin 2017 avec pour ambition de démocratiser et de rendre accessible la finance, puisqu'à cette époque-là, c'était un secteur qui était rendu opaque. Et donc, j'ai voulu lever le voile en disant, voici ce qu'est la finance, voici ce qu'est une banque, ce qu'est l'argent, et expliquer aussi la géopolitique financière à tout un chacun. Et donc, ça a évolué. Et donc, aujourd'hui, j'en suis là. Effectivement, comme tu l'as dit, on est à plus de 370 000 personnes qui nous suivent, tous médias confondus. Ok. Eh bien, un très beau milieu. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir, il est excellent. Allez-y Merci, faire un Emilien. petit tour. Alors, bah écoute, pour Merci. commencer, on va déjà, avant de parler de côté notamment argent et investissement, on va comprendre un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et pour cela, première question, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Est-ce qu'on traverse une période économique particulière par rapport aux dernières décennies? Toi qui es dedans depuis des années. En fait, effectivement, moi je pense qu'on passe réellement une période très spéciale. Voilà, ça c'est clair, il faut mettre ça de but en blanc, parce qu'on ne mesure pas concrètement ce qu'on est en train de vivre, hein, parce que pendant plus de 15 ans, donc de 2008 à la fin de la crise des subprimes jusqu'à 2022, on a vécu dans un monde où l'argent ne coûtait quasiment rien, les taux d'intérêt étaient à zéro, voire même négatifs à une période donnée, ça dans certains pays, notamment dans certaines économies. Les banques centrales donc injectaient énormément de milliers de milliards dans l'économie, ce qui fait que on investissait dans les actifs à risque, tout était en croissance, l'économie tournait. C'était une période totalement anormale, je dirais, à l'échelle de l'histoire économique. D'ailleurs, on est dans la période la plus riche de l'histoire du monde. Hein, voilà, faut faire bien évidemment la lumière là-dessus. Et là, depuis 2022, depuis la crise Covid, la crise énergétique, notamment l'offensive russe contre l'Ukraine, on est sorti de cette période. On a un retour à l'inflation, une inflation forte. On a une hausse des taux, donc les taux on se sont vus relevés par les banques centrales, donc le coût de l'argent est devenu beaucoup plus cher qu'au départ, et donc on parle de resserrement monétaire notamment. C'est donc un changement de régime économique complet hein, dans tout son, je dirais, dans toutes ses faces. Voilà. Donc oui, on vit une période particulière, je dirais même une transition historique. Et donc il faut être au fait de ce qui se passe et lire l'actualité pour comprendre cela. Ok, on pourrait rebondir par rapport notamment les années peut-être 80, si je dis pas de bêtises, avec une inflation qui est persistante, qui est constante, ou... En fait, à l'époque, dans les années 80, on avait une inflation qui était forte.
Oui, mais on avait une activité économique beaucoup plus robuste que celle qu'on connaît. Il y avait des ménages qui pouvaient justement, enfin, dans certains ménages, il pouvait y avoir qu'un seul salaire, on arrivait à subvenir aux besoins généraux de la famille. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Aujourd'hui, on a besoin donc de plusieurs personnes qui travaillent dans une famille. Donc la hausse des taux, c'est ce qui démontre donc l'état économique d'une société. Et donc on a un ralentissement. C'est donc le moment où on réalise qu'on va devoir s'adapter à une nouvelle réalité, ce qui est difficile car c'est pas uniforme en règle générale et les plus vulnérables vont être touchés en premier. C'est pour ça qu'on parle d'éducation financière, d'investir, etc. son argent. ok, très bien. Et c'est vrai que je rebondis également par rapport à ça, mais on était vraiment dans une période de détente monétaire, mais là, à l'heure actuelle, on reparle de monter les taux. Ça, on est d'accord? Exactement, on parle de montée des taux, c'est normal puisque l'état de l'économie nécessite que les banques centrales Ouais. prennent justement la mesure et puissent juguler le prix de l'argent pour soit ralentir, soit accélérer l'économie. Ils accélèrent l'économie en baissant les taux et ralentissent un tout petit peu l'activité en remontant, puisqu'on voit l'inflation, qu'elle soit importée ou pas, est devenue beaucoup plus féroce. Certains experts parlent de 10% d'inflation depuis quelques années parce qu'on ne veut pas justement faire peur à la population en parlant de l'inflation la plus complète. On parle souvent de 3, 4, 5% en règle générale, alors que l'inflation ressentie réelle pourrait avoisiner les 10%. Ok. Et notamment l'impact avec ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passe encore au Moyen-Orient. Tu en penses quoi? Quel est ton avis par rapport à ça? Ben, écoute, là, nous sommes pas encore souverains énergétiquement, que ce soit en Europe ou enfin, en Europe en règle générale, en France, en Belgique et autres. En plus, on subit un double impact puisqu'on s'est tiré une autre balle dans le pied puisqu'on importe moins, voire plus, du pétrole, voire du gaz russe. Et du coup, de ce côté-là, on est bloqué, et de l'autre côté, au Moyen-Orient également, on a une hausse du prix du pétrole et du baril, et ce qui va mener à une pression inflationniste extrême alors qu'on sort encore d'une période économique difficile. Donc, on est dans une situation un peu complexe en espérant que ça puisse se calmer. On voit que Trump envisage justement des stratégies trop offensives et il ne prévient pas je dirais ses collègues européens. On voit qu'il est vraiment dans une guerre personnelle qu'il a envie de mener de bout en bout, et on est ici les seuls à malheureusement se voir impactés phénoménalement. Donc voilà, c'est énorme ce qui se passe. Ok. Et par rapport à ça, aujourd'hui, euh, la majorité de mon audience est axée vraiment sur l'investissement long terme sans forcément avoir peut-être un œil plus spécifique sur l'économie parce on en parle très très rarement au sein de ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire quel rôle joue, tu m'as parlé tout à l'heure des banques centrales, est-ce que tu pourrais me dire quel rôle joue dans l'économie et surtout quel est l'impact sur les ménages et dans notre quotidien Tu parles de l'impact. de la hausse des taux des banques centrales ou de la baisse des En, taux? en fait, déjà, il faut comprendre le rôle des banques centrales C'est ça. et comment est-ce que leurs décisions vont nous impacter, va découler de cette compréhension. Déjà, les banques centrales ont un rôle majeur dans une économie. En Europe, on a la BCE. Aux États-Unis, nous avons la Fed. Ces structures, ces institutions sont un peu les architectes du prix de l'argent. Ceux qui vont définir si l'argent va être plus cher, moins cher. Et donc, ils utilisent ce qu'on appelle le taux directeur. Quand elles décident de monter ce taux-là, ben, le fait d'emprunter va coûter beaucoup plus cher. Pour toi, pour moi, pour le voisin et autres. Et donc, le crédit immobilier va augmenter notamment. Ok, à part si on a un taux fixe. Donc, il y a certaines banques qui prévoient parfois des mécanismes qui permettent de contrer la variabilité des taux. Mais du coup, les entreprises aussi, qui investissent via les banques, etc., vont investir moins. Donc, l'économie va ralentir. C'est ça la hausse des taux. Donc, ton économie ralentit, il y a moins d'argent qui circule, etc. À l'inverse, quand ça baisse, on a l'argent qui circule davantage. Parce que les gens prennent plus de risques, les gens empruntent, vont consommer, vont investir notamment, faire des travaux, une rénovation, etc. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la décision des banques centrales, elle ne va pas rester justement cloisonnées aux élites financières, etc., mais elles vont impacter réellement le petit porteur comme le petit consommateur, etc. Donc les décisions vont directement atterrir dans nos investissements,
ok, sur notre portefeuille, etc. C'est pour ça qu'on scrute énormément. Donc les gens scrutent énormément la décision de la Banque centrale. D'ailleurs, quand on publie sur Parlons Finance les résultats de la décision des banques centrales, on fait toujours un score incroyable. Pourquoi? Parce que les gens s'intéressent énormément. Ok, c'est directement lié à ces décisions, ce qui impacte notre portefeuille. C'est pour ça que comprendre ce que fait une banque centrale, c'est important et ça ne doit pas être réservé qu'aux économistes. Et c'est d'ailleurs pour cela que Parlons Finance existe. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ça a un impact sur le crédit immobilier, ça a aussi un impact sur les livrets d'épargne, littéralement. Exactement. Exactement. Donc ouais, c'est clair, ça a un impact réellement sur notre Ben, économie en général, quoi. exactement. Et tu parlais des livrets, mais nous, voilà, quand t'as pas été éduqué financièrement en règle générale, Mm. la première option qui te vient en tête, c'est mettre ton argent sur un livret, sur un compte épargne, etc., qui rémunère parfois 1%, 2%, ça dépend. Mais parfois, ça ne bat même pas l'inflation. Et donc, finalement, tu perds aussi du pouvoir d'achat. Et en fait, les banques ne sont pas très transparentes non plus là-dessus, parce que parfois elles le sont, mais Ouais. ouais, c'est écrit en tout petit. Et donc, qui va perdre son temps à lire les conditions générales bancaires, etc. Personne. Donc il faut absolument le savoir, ne pas l'ignorer. On a des néo-courtiers aujourd'hui qui proposent de verser le taux de la banque centrale directement sur votre épargne. Je ne veux pas donner de nom parce que je pense qu'ils ont fait assez de pub et vous comprendrez qui c'est. Mais ça, c'est un avantage que ces néo-courtiers, par exemple, essayent de essayent d'en tirer profit ces néo-courtiers pour dépasser ce que la banque propose dans ses comptes d'épargne, etc. J'ai vu des livrets catastrophiques. Ouais. 0,35% plus 0,32% de prime de fidélité. Mais où est-on? C'est normal que ton argent perde sa valeur et donc tu vas stocker cet argent et qui ne va te ramener que des cacahuètes, si je peux me permettre de parler de cette manière. Et c'est bien parce que on voit quand même que la démocratisation de la finance commence à se développer. Parce que là, par exemple, après, je ne sais pas si c'est un impact par rapport à ça ou par rapport à la baisse des taux des mois précédents, mais on voit que notamment le livret A, là, le mois précédent, il a eu la pire baisse depuis 2009. Enfin, le Mhm. pire retrait. Donc, Clairement, mais c'est pas étonnant. En fait, c'est ça ça. s'explique tout simplement par le fait que les personnes investissent plus cet argent dans d'autres classes d'actifs qui sont Mm. plus rémunérateurs. Et donc, au plus tu éduques financièrement les citoyens, au plus ils prendront des décisions dans ce sens. Donc, c'est logique. C'est un phénomène totalement classique. Là, je me mets à la place d'une personne qui, comment dire, qui n'a pas forcément le temps pour suivre l'économie, qui s'intéresse pas forcément à l'économie, mais qui veut prendre des bonnes décisions financières. Est-ce que tu penses que c'est quand même possible ou tu es dans l'obligation de devoir s'intéresser à l'économie? Euh, Être obligé à quoi que ce soit, bah, je pense pas, je ne sais pas. Mais moi personnellement, mon avis, c'est qu'il est important d'augmenter son niveau de connaissance financière pour tout un chacun. Ça devrait même être une science entre guillemets obligatoire. Ok. Il faut avoir une conscience économique. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc, il faut une science et la conscience économique. Ok. Parce que ce qui va te permettre de naviguer ta vie financière, etc., c'est ces connaissances-là. Parce que le fait de travailler, épargner, mettre sur ton livret ou ton compte épargne, acheter ta résidence principale, etc., tout ça, c'était le monde d'avant. C'était le monde d'avant. Le monde d'aujourd'hui, c'est développer ses compétences économiques et financières, comprendre que le système économique, financier, bancaire est complexe et large. Il y a énormément d'opportunités que de le connaître davantage. Et donc, ça va te permettre donc de générer des rendements dont tu connaissais pas les sources de départ. Ok. Donc, ce que je t'expliquais par rapport le fait d'acheter ta résidence principale et parler sur ton livret, ces règles fonctionnaient dans un environnement stable, tu vois, 2% d'inflation, etc., etc. Mais aujourd'hui, ces mêmes règles, ça peut nous faire très mal si on les applique sans même réflexion. Donc, laisser son argent sur un livret A, je peux comprendre, mais pendant que l'inflation est à 4-5%, on s'appauvrit sans s'en rendre compte. C'est ça qui est fou. Donc, ne pas comprendre l'impact des taux sur son crédit immobilier ou autre peut nous faire perdre énormément d'argent. Mm. Donc, pas besoin de devenir un savant économiste. Hein, Oui, c'est pas le but de faire des chroniques chez Parle Finance ou chez BFM Business pour devenir un expert. Non, mais il faut avoir des bases solides. Ces bases-là,
vous nous permettre d'obtenir une forme de protection nécessaire pour naviguer dans cette société financiarisée. Et j'aime bien ce que tu dis, parce que quand tu dis sans s'en rendre compte, mais c'est clair. Moi, j'avais pris un exemple et c'est que 2% d'inflation. 50 000 € sur un compte courant à 2% d'inflation, dans 30 ans, c'est toujours 50 000 € sur ton compte. Mais en termes de réel pouvoir d'achat, tu es autour Clairement, de 26 000 €. Donc tu divises par deux ta capacité et clairement. enfin ton pouvoir d'achat, quoi. Oui. Ta Ton capacité pouvoir à d'achat épargner. et se voir réduire, se voir réduire. Toi, qui n'as pas de conscience économique, tu ne te rends pas compte qu'en fait, ce n'est que du papier imprimé par une banque pour que le système tourne, c'est ce qu'on appelle des liquidités. Encore une fois, la connaissance des mots va vous permettre de maîtriser justement les enjeux. C'est ça. On parle de liquidité, et un liquide par nature circule. C'est du flux. Et En fait, tu donc, stockes. c'est du flux, c'est ça. Au plus tu vas stocker des billets, c'est pas bon. Et ils vont mourir, ces billets. Ok. Et donc, il faut faire très attention. On a l'exemple de l'hyperinflation au Venezuela. Oui. On va se balader avec un camion de billets pour acheter du pain. C'est pas possible. Donc, en fait, ce n'est que du papier, ok, qui est bâti sur la confiance. Ok, c'est vraiment de la monnaie fiduciaire, confiance, fiducia en latin, etc. Et donc, cette monnaie perd de la valeur. Ce n'est plus de l'or. À l'époque, on adossait cela à l'or. Ce qui fait que euh, quand l'or, pas quand l'or augmente, excuse-moi, quand la monnaie baisse, ben, l'or augmente forcément, ce qui est logique. Donc en fait, ce qui est bien, c'est de stocker de l'or, ok, ça je veux bien, mais stocker des billets, c'est bête. Oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Je parle direct, hein, désolé, hein. Oui, non, Euh, mais mais j'espère voilà pour révéler certaines consciences notamment. Je préfère quelqu'un qui me dise ouais moi chaque mois j'achète une pièce d'or et je la mets de côté. Quelqu'un il me dit ouais j'ai fait 200 mm, euros mon salaire je laisse sur mon compte bancaire. À l'époque il n'y avait pas de banque, du coup les gens laissaient leurs billets sur le matelas. Okay. Perdre de la valeur, personne n'avait la conscience économique, comprendre l'inflation. C'était réservé à une élite. C'est ça que moi j'ai toujours essayé de pas combattre parce que c'est pas un ouais. combat, mais de faire comprendre. Faire comprendre, ouais. Voilà. Donc avoir une pièce d'or c'est important. Celui qui avait investi dans l'or depuis 10 ans, aujourd'hui il est très content. Ok. Donc là, on est clair là-dessus. Épargner, attendre, bah en fait, ça va être très compliqué de développer son patrimoine. Maintenant, il y a également un autre levier que j'aimerais parler, et j'ai regardé pas mal de vidéos par rapport à ça, c'est le fait de travailler. Avant, enfin, dans les années, il y a 30, 40 ans, tu travaillais, tu avais un bon revenu, ou peu importe ton revenu, en fait, tu avais une capacité d'épargne et une capacité à utiliser dans ton quotidien. Un levier de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui se disent, OK, je vais juste travailler pour essayer de développer mon futur. Mais est-ce que tu penses que juste le fait de travailler, c'est assez dans un monde, dans le monde actuel, justement, où il faut Ben, investir? là, faut lire l'économie. Les économistes précédents, enfin, les penseurs, les historiens de la pensée économique, quand ils parlaient de valeur travail, valeur capital. La valeur travail a baissé aujourd'hui. C'est la valeur capital qui a augmenté. Les Américains l'avaient compris. Du coup, ils investissaient énormément sur les marchés financiers et ils devenaient plus riches grâce à ces investissements-là. Ok. La valeur travail s'érode dans le temps, notamment quand on observe justement les progrès technologiques liés à l'IA qui vont supplanter notre effort travail. Donc le modèle travail, épargner, acheter sa maison, c'était un modèle passé, comme je l'ai expliqué là tout à l'heure. Il fonctionnait dans un contexte beaucoup plus différent. Il y avait une inflation qui était basse, qui était prévisible, 2%. Tu avais même les banques qui en fait, l'objectif des banques, c'est notamment de contrôler l'inflation, et donc tout était sous contrôle, moins d'inflation importée, on avait le gaz russe, tout se passait bien, c'était cool. Ok, voilà, c'était prévisible. Donc il y avait à l'époque les marchés financiers qui n'étaient pas accessibles Hmm. pour nos grands-parents, pas du tout. Aux particuliers, c'était accessible qu'à certaines personnes qui étaient élitistes, qui avaient accès à un banquier privé, etc. Les retraites étaient généreuses à l'époque et du coup aujourd'hui la question des retraites c'est devenu un sujet total. Du coup on n'a plus confiance en l'avenir parce qu'on sait que notre retraite est entre guillemets menacée. Alors qu'aujourd'hui, ce modèle dont que tu as parlé, que tu as présenté, comporte un angle, je dirais, un angle mort
phénoménal, c'est le temps. Mm. Parce qu'aujourd'hui, au plus le temps passe, au plus ton argent perd sa valeur. Au plus tu épargnes sans investir, au plus le temps travaille contre toi à cause de l'inflation, puisque ton argent reste stocké, meurt, est au chômage. Hein. Ton argent est au chômage. Et donc, si tu investis, le temps devient ton meilleur allié, grâce justement à ce que disent les intérêts composés, les rendements, le développement des cash flows de l'entreprise, etc. Plein de facteurs qui font que l'entreprise se développe ou pas. Bon, je déconseille de faire stock picking quand on n'a pas les connaissances adéquates. Et donc, le temps, ça reste notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Très, très important. Donc, le nouveau modèle aujourd'hui, c'est plutôt travailler, épargner, investir ensuite et laisser le temps faire. Et investir aujourd'hui, on a tellement accès au marché financier, à des classes d'actifs différents, qu'on peut effectivement se créer un portefeuille tout seul sans avec soit un CGP, mais le CGP en général il intervient quand le portefeuille est assez gros, donc Mm. par 400, 500, 600 000, voilà. Là on a un portefeuille intéressant, le CGP peut se rémunérer grâce aux frais qu'il va chercher entre guillemets avec cette gestion, mais en dessous il faut commencer, il faut se lancer. C'est ça. Donc le modèle oui est obsolète, En même temps, quand caduc. tu dis ça, ça paraît tellement simple, mais tu vois, t'as des personnes, bah non, en fait, ils arrivent pas et puis ils font pas mal d'erreurs. Du coup, toi, aujourd'hui, par rapport à de ton expérience et tout ce que tu as vu, quelles sont les plus grandes erreurs financières dans ton entourage ou même que tu as entendu? En fait, il y a plusieurs types d'erreurs financières. Tu as les types d'erreurs financières liées à l'investissement, liées à la consommation, liées à la cupidité. En fait, quand on parle d'erreurs Oui. financières, il y a un biais psychologique énorme, énorme. Donc déjà, tu peux avoir des personnes qui se disent, j'attends, je commencerai à investir quand j'aurai plus d'argent. Aujourd'hui, tu peux investir même avec 10 euros, 20 euros. Commence au moins par comprendre la mécanique. Ou d'autres disent, j'attends que la situation, j'attends qu'il y ait un crash, par exemple. C'est aussi une erreur, parce que pendant des années, les marchés n'ont fait qu'augmenter, ce qui fait que tu vas rentrer sur le marché peut-être au pic, et là, ça va être une catastrophe. Et donc, certaines personnes disent le marché est trop haut, etc., etc. Donc, ce sont des phrases que j'entends en boucle en règle générale. Et pendant ce temps, bah, les années passent, les marchés évoluent. Et donc voilà. Il faut savoir une chose, c'est que le temps perdu en investissement, on ne peut pas le rattraper. Comme je disais là tout à l'heure, le temps, c'est notre meilleur ami, notre pire ennemi. Donc c'est aussi dans ce contexte-là. Parce que quand ça évolue, ça évolue. Si tu as raté le Bitcoin, je prends cet exemple parce que c'est l'exemple le plus phare que les gens connaissent en termes d'évolution. C'est plus notoire notamment. Donc si tu as raté le train, tu as raté le train. Tu aurais pu investir en 15, en 16, en 2016, 2017, etc. Mais tu ne l'as pas fait. Et donc peut-être que tu le feras, tu te décideras en 2030 quand il sera à 200 000, par exemple. Ça peut arriver. Et donc, une personne qui commence à 25 ans aura presque le double de patrimoine Mm. qu'à 65 ans par rapport à quelqu'un qui commence par exemple à 35 ans. 10 ans, ça peut changer le patrimoine d'une personne. Et donc, je vois d'autres erreurs, c'est le lifestyle. Donc, on est dans une société de consommation, une société de consumériste, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. Et donc, parfois, à chaque augmentation de salaire, on augmente notre train de vie proportionnellement. Et ça, c'est une autre erreur. Je dis pas qu'il faut pas vivre, donc il y a d'autres personnes qui vont prôner le fait donc de mettre tout de côté, de ne pas vivre pendant des années. Moi, je dis non. Il faut savoir aussi se faire plaisir, c'est très important. C'est ça aussi, ça permet aussi de faire tourner l'économie notamment, etc. Mais il faut avoir un cadre clair, c'est-à-dire mettre une partie en épargne, une partie en investissement, etc. Et pas Structuré. tout dilapider, notamment dans l'achat de biens brillants, de l'objet brillant. Et donc, certaines personnes vont acheter une voiture plus grande, qui perd sa valeur très rapidement, un appartement plus grand, des vacances plus chères notamment, sans jamais augmenter leur taux d'épargne. Donc, le taux d'épargne, ça doit être une proportion en termes de pourcentage. Il faut se dire 10, 15, 20%. Faut pas parler en nominal, il faut parler en pourcentage. Donc si ton salaire augmente par exemple de 3 000 à 4 000 euros, ben, il a fait une augmentation, je sais pas moi, de 30, 33%, j'en sais rien exactement, ben, il faut augmenter ton taux d'épargne de 30, 33% également. Donc, ça reste une des erreurs. Et aussi, une autre erreur très, très impressionnante, c'est aussi la cupidité dont je parlais, la recherche de gains rapides. Certaines personnes pensent avoir une lumière divine ou je sais pas d'où elle pourrait provenir en pensant avoir raison sur une trajectoire d'une action, d'une crypto, etc. Et puis ils se retrouvent 3 ans plus tard à regretter cette position et avoir des problèmes financiers.
t'as les cryptos en 2021, ou par exemple les mêmes stocks, tu te rappelles, les mêmes stocks, je sais Ouais, pas si ça dit quelque chose, ou les oui, bah NFT, oui. etc. Certaines personnes, ils voyaient l'avenir de l'art dans ce secteur-là, donc c'est là où il faut mettre son argent, puis ils ont investi des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour certains. Bon, je ne pourrais pas leur poser la question aujourd'hui, ça risque de les embêter un tout petit peu. Donc, le désir de s'enrichir vite fait prendre des risques inconsidérés et ça finit souvent mal. Donc, Ouais, complètement. Et en vrai, quand tu prends du recul, c'est vraiment un problème psychologique. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au timing. J'ai une anecdote là, il y a 15 jours. En fait, j'ai parlé avec mon coloc parce que je suis en coloc. Et lui, ça fait plusieurs mois que je l'aide à investir, notamment. Donc, il investit sur des indices simples, ETF, stratégie passive, long terme. Donc, il investit tous les mois. Et il avait un peu de cash de côté. Je lui ai dit, bah écoute, tu gardes ce cash. Comme ça, tu investis tous les mois et tu fais du VA, du value averaging. Donc, tu vas investir une plus grande somme d'argent quand il y aura une petite chute du marché. Ok, très bien, c'est ce qu'il voulait faire aussi de son côté. Et là est venue la fameuse guerre au Moyen-Orient. Les marchés, le S&P, il a fait -9 ou -10%, si je dis pas de bêtises. Et lui, et lui, c'est tout, tu vois. Moi, je l'avais pas vu. Et après, les marchés sont repartis à l'os. Donc là, on est au plus haut historique, all-time high. il a vendu. Et non, non, il a pas vendu. Mais Ouais. justement, je lui dis, il me parle, il vient me voir, il me dit, ah, Emilien, tu sais que je t'avais dit que je voulais investir à la baisse, un peu, bah, le cash que j'avais de côté. Mais en fait, avec tout ce qui s'est passé, les médias et tout, finalement, j'ai pris peur et je l'ai pas fait. Alors que je savais que je devais le faire. Mais pourquoi? Parce que c'est une erreur psychologique. Et puis, bah, en Ouais. fait, vu qu'il s'est pas éduqué, efficacement au départ, À résister psychologiquement. c'est ça. Il Et faut donc, savoir rester de marbre. Faut oui, pas être émotionnel. Le biais lié à l'émotion, de ça fou. peut nous faire perdre énormément d'argent. Tu vois, pendant le Covid, par exemple, moi, j'investissais de manière fréquente. Dès qu'il y a eu le crash, beaucoup ont désinvesti. Moi, je suis rentré davantage. Oui, voilà, Et c'est c'est ça ça. qui m'a permis de créer un portefeuille beaucoup plus robuste, un portefeuille plus intéressant en termes de rendement, etc. Alors qu'il y en a beaucoup, non. Ils ont cette panique en se disant c'est la fin du monde, etc. Combien de fois on a dit ce sera la fin du monde ces 10 dernières années? Ouais. Énormément. T'avais des attentats, la guerre au Moyen-Orient, t'as la guerre en Russie, t'as la guerre des Trois d'Ormuz, y a encore plein de choses qui sont, et à chaque fois on dit c'est la fin du monde. Mais non, c'est là qu'il faut investir. Enfin, voilà, mais bon, après, je veux pas non plus donner de conseils en Oui, investissement. Attention, c'est pas un mais conseil en investissement. de toute façon, il y a une règle qui fonctionne bien, c'est que souvent quand les médias sont ultra négatifs, c'est potentiellement des bons points d'entrée pour investir plus. Ouais, clairement. Même s'il faut Clairement. investir tous les mois. Attention à faire Clairement, du DCA. faut investir plus, comme tu dis, le value averaging, etc. Mais il faut toujours garder une certaine constance, une gestion des risques très, Ça. très pertinente. Il faut pas aller à tout va de manière aveugle parce que les marchés, il y a encore personne dans ce deux qui a pu comprendre concrètement les comportements des marchés de manière Mm. précise. Ça n'existe pas. Oui. Et bien maintenant, maintenant qu'on a vu quand même pas mal de choses assez négatives, on va dire, maintenant plus positivement et sur une vision un peu long terme, si quelqu'un veut construire son avenir solide beaucoup plus sereinement à partir d'aujourd'hui, là, il prend cette décision aujourd'hui, après tes super explications, Hamza, par où doit-il commencer? Par CIF, Parlons Mais Finance. écoute, déjà par Parlons Finance, parce qu'en fait, le fait de lire Parlons Finance, moi je suis un peu du même, je suis pas un journaliste qui a créé Parlons Finance, ok? Je suis un financier qui a créé Parlons Finance. Ouais, C'est ça qui fait la qualité de l'information, parce que c'est de la qualité purement qui nous mène à la réflexion. Il se passe ça, c'était l'information la plus pertinente du moment. Et donc, je peux investir de manière cohérente, parce que cette information n'a pas de biais politique. Donc, Parlons Finance, lire l'actualité. Mais il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres qui permettent de lire et de suivre l'actualité, parce qu'effectivement, on peut pas tout traiter tout seul. Et donc, moi, je dirais de commencer par les bases. Ok? Ça, c'est très important. Il y a trop de personnes qui veulent toujours courir avant de savoir marcher ou même ramper. Donc, ils veulent parler donc de stratégie d'investissement sophistiquée. Euh, il faut absolument faire un portefeuille multi thématique. Gars, laisse tomber, c'est pas le moment. Ok? Alors qu'ils ont à peine 500 euros de découvert chaque mois ou 500 euros d'investissement à investir. Attention, on parle de 500 euros, on respecte tout argent, mais voilà, quand ce sont des petites sommes, allons-y doucement. Et donc, ce qui est logique, c'est maîtriser son budget.
totalement. Déjà. Ça va être son lifestyle, savoir exactement ce qui rentre, ce qui sort. Ensuite, construire son fonds d'urgence. On parle souvent de 3-6 mois de dépenses. Il y avait un livre sur une dame, j'ai oublié son nom, c'est Elizabeth Warren, celle qui avait mis en place, qui avait pensé cette stratégie pour aider les Américains, les favoriser à mettre de l'argent de côté. Et donc 3-6 mois de dépenses sur un compte liquide ou un compte épargne ou autre. Okay, donc ça, c'est la sécurité. Ça va éviter de devoir vendre nos investissements rapidement en urgence pour acheter ou s'endetter. Okay, parce que l'endettement derrière peut cannibaliser nos rendements sur le côté. Bref. Et donc, il faut ensuite commencer à investir progressivement pour comprendre la mécanique des marchés, pour comprendre la mécanique de ses pensées personnelles, sa psychologie, se comprendre soi-même. Très important. C'est nécessaire de tester un petit investissement pour comprendre ce qui se passe. Okay, et ensuite, petit à petit, soit augmenter son taux d'investissement, soit continuer de manière fréquente, okay, régulière sur le long terme. Et de façon, bien entendu, diversifiée. Et donc, ça, c'est une réponse pour quelqu'un qui veut débuter. Et puis, par la suite, ben, il y a la gestion de son petit portefeuille. Faire de la gestion passive. Quelques ETF passifs qui lui permettent justement d'essayer d'avoir un rendement de 6 à 7 à 8% net fin d'année, voire moins, voire plus, ça dépend. Parce qu'on connaît l'histoire du S&P 500 sur 100 ans, il a un rendement de 8% en moyenne, 8 à 12% en moyenne. Et ensuite, peut-être avoir une poche d'actifs risqués, 5 à 10%. Investir un peu dans le crypto, investir un peu en stock picking sur une action qu'on désire, qu'on aime, qu'on suit, auquel on croit que le marché que l'entreprise va perdurer, être pérenne dans le temps en termes d'offres de services, de produits, Apple, etc. Donc ça, c'est ce que je recommanderais pour commencer à investir, pour se lancer. Ok, de toute façon, vous avez donc tous compris. On commence par vraiment la partie s'informer, l'actualité avec Parlons Finance, et ensuite on s'éduque avec mon mentorat sur l'accompagnement en bourse, Clairement. où il y a tout, et vous devenez autonome avec vos investissements en bourse. D'ailleurs, il y a un lien dans la description pour regarder une vidéo qui dure 12 minutes. Bref, ok, merci, Tu as merci mis du Hamza. temps. Tu as mis du temps à développer tes connaissances, tes Ça. compétences, t'as switché, tu viens d'un autre secteur, donc on voit que c'est de la passion sincère. Mm. Pour moi, des gars comme toi, c'est eux qui prônent les bons choix en règle générale. Donc oui, j'invite vraiment les gens à te suivre, à suivre ce que tu fais. C'est formidable comme travail. Et puis, c'est gentil, merci. Et puis, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'erreurs financières. Voilà, quand on commence seul, je pense que toi aussi, tu as fait beaucoup d'erreurs financières. Moi, j'en ai fait beaucoup, que ce soit en perso. Après, j'étais quelqu'un quand même qui mettait bien de l'argent de côté, mais c'est surtout quand j'ai commencé à investir où bah, tu connais l'effet de Dunning-Kruger, où tu te sens plus fort que les autres. Tu regardes quelques vidéos YouTube, tu lis quelques livres, tu te sens super Et c'est puissant, vrai. tu dis vas-y, je vais investir comme ça, comme ça, comme ça. Et après, bah, quelques mois après, tu te réveilles et c'est là où tu vois toutes tes erreurs. Donc, En fait, il y a une phrase même en consulting, etc., que tu apprends, c'est keep it simple. ouais, Keep it simple. Commence simple. c'est ça. Le but, c'est d'apprendre, de comprendre. Et ensuite de développer. Voilà, les 3 étapes. Tu apprends, tu comprends, ensuite tu développes. Et là, tu gères, et puis 10 ans plus tard, tu verras, tu seras quelqu'un d'autre, une autre personne. Ok, bah écoute, Voilà. merci Hamza. Pour finir, j'ai une dernière question à te poser. Si tu devais donner une seule recommandation, bon, j'ai peut-être une idée, si tu devais donner une seule recommandation à quelqu'un aujourd'hui qui souhaite commencer à investir, commencer à se mettre au courant des choses, enfin reprendre vraiment son avenir en main, ce serait lequel? S'intéresser. S'intéresser à l'économie, à la finance, et éviter de tomber dans le bruit politique et médiatique. Très important. Voilà. Parce que le but de tout ça derrière, c'est de prendre ton argent. Ok? Alors quand tu es solide sur tes bases financières et économiques, c'est plus le bruit médiatique, politique, social, etc. qui peut t'impacter. C'est important ce que Parce que tu dis. d'abord, tu dois gérer ton portefeuille. Gère ton argent. Ouais, il faut, Oublie les histoires de celui l'ennemi, celui qui est pas bien, l'immigration c'est de la connerie. Oublions tout ça. C'est de l'économie tout ça. Tout ça, quand les gens comprendront que c'est que de l'argent derrière,
ben, je pense qu'ils prendront en main leurs finances au mieux. Ok, et bien écoute, merci Hamza pour tout. C'est déjà la Avec fin de grand cet plaisir. épisode pour demain. Si tu dois retenir Yes. une chose, c'est que le monde, il évolue et que rester Ouais. passif face à ces changements, comme l'a dit Hamza, ça peut te coûter très très cher sur le long terme. Alors aujourd'hui, comprendre l'économie, structurer tes finances et investir n'est plus une option, c'est une nécessité. Je te mettrai le lien dans la description pour aller voir et t'abonner au compte de Parlons Finance. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser une note, 5 étoiles, ça aide vraiment à faire connaître le podcast et à aider les personnes autour de toi. En tout cas, nous, on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, forme-toi, intéresse-toi et investis pour demain. À très vite. Merci Hamza. À bientôt. Salut, Emilia.